Merci d'être là pour cette deuxième édition des Grandes Conversations. Je reçois aujourd'hui Monsieur Frantz Saint-Elémy. Il est fondateur du groupe 3737 et en même temps président du conseil d'administration. Il est technologue et philanthrope. Il est aussi époux et papa de 3 enfants. Mon invité est Frantz Saint-Elémy. Frantz, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour Cyril. Merci d'avoir accepté cette invitation des Grandes Conversations. Est-ce que cette petite introduction, j'ai tout dit sur qui est Frantz et qu'est-ce qu'il fait? Ça dépend. Mais oui, effectivement, je pense que ça va dans l'ensemble de ce que je fais. D'accord, parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Je l'ai tellement écourté parce qu'il y a la présence dans de multiples conseils, des choses comme ça, mais je l'ai écourté volontairement. Je voudrais qu'on ait une petite discussion, Frantz Saint-Elémy, mais je voudrais qu'on commence un peu par... Allons loin, allons un peu du côté de l'enfance, parce que en faisant mes recherches, je suis tombé sur cette phrase qui revient continuellement, être 5e enfant dans une grande fratrie, comme on dit, de 13. Qu'est-ce que, aujourd'hui, qu'est-ce que ça suscite comme sentiment, comme réaction? Qu'est-ce que ça a forgé dans la personnalité qui est tienne aujourd'hui? Ben, en fait, quand tu viens d'une très grande famille, j'équivaut ça comme une entreprise. Dans le fond, tu as toutes sortes de hiérarchies, tu as des niveaux, mais c'est aussi de la politique. Donc moi, très jeune, j'ai appris que d'abord, il fallait travailler en collectif et aussi j'ai appris qu'il fallait aussi défendre ses opinions et bien les préparer d'abord. Parce qu'il y en a 12 autres qui ont leur opinion, qui sont aussi bien préparés. Donc, ça m'a permis d'être compétitif. Mais aussi, ça m'a permis d'apprécier la valeur de la famille. Donc, chez moi, ma réussite, ce n'est pas une réussite individuelle, c'est une réussite collective. Donc, mes frères et sœurs me poussaient et vice-versa. Donc, je pense que pour moi, c'est... Avec du recul, en regardant ça aujourd'hui, Cyril, je te dirais que je suis l'homme le plus chanceux au monde d'être né dans une très grande famille. Parce qu'au-delà des frères et sœurs, tu as des cousins, des cousines, tu as aussi les petits-enfants, les petits-cousins, les petites-cousines qui enrichissent cette vie-là, mais aussi qui motivent à aller plus loin. Au-delà de l'amour normal entre frères et sœurs, est-ce que ça crée un sentiment pas un sentiment, mais une volonté de compétir très tôt? Il y a une compétition saine entre frères et sœurs? Je dirais pas que c'est une compétition, c'est une pression. Les attentes sont élevées. Oui. Donc, alors, ça te force aussi de dire, mais hey, attends, là, il ou elle réussit bien en classe et moi, je peux pas être le dernier. Oui. Donc, alors oui, c'est vrai, il y a une compétition, mais je te dirais, c'est pas une compétition, c'est plus une pression de bien faire. Oui. Mais aussi, c'est pas nécessairement juste une pression de bien faire pour moi, mais c'est aussi le clan Saint-Elémy. Oui. Ça crée une espèce de clan qui, dans le fond, pousse tout le monde vers le haut. Donc, ça explique beaucoup de choses qu'on va découvrir peut-être de toi, pour ceux qui vont découvrir pour la première fois. J'ai dit président et chef d'exploitation chez les Dartec. Je vais être très honnête avec toi, Frantz. Chaque fois que tu as eu à parler de cette compagnie, j'ai jamais réussi à comprendre exactement ce que fait les Dartec. Tout le monde comprend, sauf moi. Je retiens 2 choses, ou 3. Design, développement et microprocesseur. 4, automobile. À part ça, je ne sais pas ce que c'est. Quelqu'un qui comprend pas, c'est quoi les Dartec? En fait, on est une compagnie qui développe un système de capteurs, donc qui justement est à la base de microprocesseurs, mais aussi d'intelligence artificielle. Ce qu'on fait, c'est qu'on cartographie l'environnement en 3 dimensions pour placer des objets, des obstacles, mais aussi pour détecter l'espace libre de conduite. Donc, ce qui permet à la voiture de détecter les obstacles, de détecter des obstacles comme un piéton ou notre voiture, mais aussi de déterminer le plan de conduite.
Alors, pourquoi c'est important? C'est que, juste en termes de statistiques, 1,35 million d'individus meurent à chaque année d'un accident de la route. OK? C'est l'équivalent d'un Boeing 737 qui s'écrase à l'heure. Et ça, je ne parle pas des accidents de blessures graves. Je ne parle pas d'accidents bénins. Donc, quand tu regardes le nombre d'accidents qui sont causés sur les routes, c'est probablement autour d'un demi-milliard d'accidents par année. Donc, et ça cause des dommages extraordinaires. Donc, le coût des routes, le coût de la voiture, des assurances, des blessures, les coûts de la vie en général, mais aussi, il y a des gens qui souffrent de ça. Alors, si on peut rendre les voitures plus sécuritaires, ben, c'est notre devoir de le faire. Donc, on utilise la technologie. Donc, alors, comment est-ce que ça se manifeste? Alors, le capteur, il est intégré dans le système actuel. Donc, des types de capteurs que tu retrouves dans les autos aujourd'hui, c'est la caméra, c'est le radar, c'est les systèmes de navigation, donc tout le mapping, mais c'est aussi des GPS, c'est aussi des détecteurs ultrasons qui permettent justement, par exemple, quand vous faites le stationnement ou quand vous faites un tournant vers la gauche qui vous avertit. Alors aujourd'hui, il y a ces voitures-là sont équipées de systèmes qui permettent de vous avertir, mais ça n'évite pas l'accident. Oui, bien sûr. Alors la prochaine phase, c'est de faire des fonctions autonomes. Donc, tu veux tourner à gauche et il y a une voiture dans ton angle mort, la voiture t'empêche de tourner à gauche. Elle bloque. Parce qu'elle voit en périphérie 360, donc elle a une cartographie en 360. Et là où notre technologie rentre en ligne de compte, c'est qu'elle fusionne tous ces capteurs-là pour donner justement l'intelligence au véhicule pour prendre les bonnes décisions. Vous avez donc compris, hein, Franz Saint-Émile n'est pas médecin, il n'est pas avocat, il n'est pas avec tout ce qu'il vient de dire, il est ingénieur. C'est ça la formation de base, c'est un ingénieur. Que tu es allé obtenir du côté de Boston, tu es allé jusqu'au MIT. Est-ce que ça vient, cette passion des sciences, cette passion pour la technologie, est-ce que ça vient de l'éducation des parents? Est-ce que c'est les parents qui ont poussé ou c'est quelque chose que tu as découvert tout seul? D'où ça vient? En fait, moi, j'ai toujours aimé les science-fiction. Donc, moi, les Star Wars, les Star Trek. D'abord, avant de devenir ingénieur, moi, je voulais devenir un astronaute parce que je voulais aller voir qu'est-ce qui se passait. On n'est pas loin. Qu'est-ce qui se passait au-delà de notre planète Terre. Je voulais vraiment aller, un peu comme Elon Musk, coloniser d'autres planètes. Alors, pour moi, ça a toujours été quelque chose de fantastique. Et les technologies, c'est ce qui était pour moi le plus pragmatique d'aller dans les chantiers non battus. Donc, pour moi, j'ai toujours été intrigué de faire des choses que des gens considèrent impossibles ou difficiles à faire. Alors, cette curiosité-là, ben, ça m'a toujours poussé à vouloir aller dans des secteurs ou aller voir dans des créneaux qui sont pas naturels, disons. Alors, c'est là mon intérêt pour les technologies de pointe. Pas juste les technologies de pointe, mais les technologies de pointe qui peuvent changer la vie humaine, qui peuvent améliorer la condition de vie humaine. Donc, que ce soit au niveau de la domotique, que ce soit au niveau de l'intelligence artificielle ou l'augmentation de la capacité humaine. Parce que c'est ça justement qu'on fait, c'est qu'on augmente la capacité humaine à travers les technologies. Donc, le goût de régler des problèmes complexes, ça vient de très jeune, je te dirais, puisque depuis que je suis tout jeune, j'étais très curieux, je suis quelqu'un qui aime lire. Quel genre d'élève étais-tu? Quel genre d'étudiant étais-tu? J'étais l'élève impatient. Okay. Parce que quoi, surdoué? Ben, je ne dirais pas surdoué, mais j'étais impatient de voir la suite. Okay. Donc, alors, je ne devais pas être facile comme élève. Parce que à cause de cette curiosité-là, donc, pour moi, si c'était évident, je voulais voir plus. Donc, alors, très jeune, j'ai appris qu'en classe, qu'il fallait que je me conforme, mais à l'extérieur du système de classe, qu'il fallait que j'en profite pour aller chercher d'autres connaissances que je ne trouvais pas en classe. Donc, pour moi, aller à la bibliothèque ou lire ou passer du temps à poser des questions à des gens qui en savent plus que moi, m'entourer de gens qui sont
beaucoup plus avancés que moi, ça m'a toujours aidé. Et dans ce contexte-là, je dirais que j'étais un élève qui avait une curiosité intellectuelle folle, mais ça m'a toujours servi, même aujourd'hui. Évidemment, les gens lisent beaucoup sur mon éducation formelle, mais ce qui me fait, moi, c'est mon éducation informelle. Que tu appelles auto-éducation. Voilà, exactement. Donc cette éducation informelle-là, elle m'a toujours bien servi dans tout ce que je fais parce que j'ai une connaissance large. Je peux aller pointu au niveau des techs, mais j'ai une connaissance large parce que je suis curieux de nature. On va faire un saut dans le temps. OK, l'enfance, les études. Aujourd'hui, quand on dit France-Saint-Hélémy, on sait, dans la communauté, dans notre société, il y a beaucoup de France. Mais France-Saint-Hélémy, tu es arrivé à imposer ce nom Saint-Hélémy aujourd'hui, notamment par tes actes. Et je pense notamment à la création du groupe 3737, entre autres choses, les postes que tu as occupés dans différentes entreprises. On n'est pas encore à la fin, mais quand tu regardes ton parcours aujourd'hui, tu en es fier, extrêmement fier, ou tu te dis que tu peux encore faire mieux? Ouf, le jour où je serai fier, je pense que je vais être mort. Parce que moi, je suis quelqu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis très curieux. Donc, pour moi, la réussite, c'est un contexte, c'est continu. Donc, c'est pas une finalité. Oui, je suis fier de ce que j'ai pu faire, mais je pense que le meilleur de France est à venir. Il y a encore beaucoup pour moi pour que je puisse apprendre, que je puisse réaliser aussi, mais il y a aussi beaucoup de gens que je peux aider aussi avec ce que j'ai à magasiner jusqu'ici. On arrive à ce mot-là, beaucoup de gens que je peux aider. Et dans ta biographie, il y a le côté philanthrope, qui veut toujours participer, donner, tendre la main aux uns et aux autres. La question va te paraître naïve. Pourquoi tu le fais? Et encore une fois, ça vient encore de ma culture. Je viens d'une famille qui avait on était pauvres financièrement, mais on était très riches intellectuellement. Donc, on avait un environnement qui facilitait justement la prise de décision basée sur la fierté. Donc, est-ce que la décision que je prends aujourd'hui, est-ce que ma mère va être fière? Est-ce que je fais aujourd'hui, est-ce que ma mère ou mon frère ou mes sœurs vont être fiers? Donc, pour moi, c'était basé sur ce principe-là. Et je suis, moi, France Saint-Hélémy, le résultat d'abord de ma famille proche, mais aussi de gens autour de moi qui, à chaque moment, m'ont tendu la main, m'ont ouvert une porte, m'ont empêché de mettre les pieds dans un piège, m'ont ouvert l'esprit sur ou m'ont poussé pour aller plus loin, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les études, que ce soit dans ma vie communautaire, que ce soit à l'église, dans mon quartier. Donc, je pourrais dire que France Saint-Hélémy, c'est un résultat communautaire. Ce n'est pas le résultat de France Saint-Hélémy qui a fait parce qu'il était mieux que les autres. J'ai été dans des circonstances pareilles comme d'autres, mais à un moment donné, il y a une porte qui s'est ouverte. Bon, tu peux dire c'est de la chance, tu peux dire aussi tu te mets dans une bonne posture, mais tu peux dire aussi c'est parce que c'était la bonne volonté de mon environnement que j'arrive à mon plein potentiel. Donc, je peux dire que pour moi, la philanthropie, c'est ça. Ce n'est pas de donner, c'est de l'entraide, c'est de tisser des liens, c'est de bâtir un pont, c'est d'ouvrir une porte. Donc, alors moi, pour moi, la réussite confère une responsabilité. C'est celle d'aider les autres, c'est celle de tracer des chemins, d'ouvrir des portes. Donc, c'est très facile pour moi de m'isoler et de dire, bon, ben écoute, j'ai réussi, et puis bon, parlez-moi pas de la communauté. Mais moi, France Saint-Hélémy, je suis le résultat de ma communauté, de la grande communauté québécoise en général. Et si aujourd'hui on parle de France Saint-Hélémy qui a un succès professionnel, c'est parce que dans ma vie personnelle, beaucoup de gens m'ont aidé. Tu parlais de pièges. Quels sont ces pièges que tu as évités et comment tu as pu les éviter? Ben, le premier piège qu'on m'a dit très tôt, ça, je me rappelle, le professeur, M. Sabat, qui m'a dit, d'abord, qu'il n'était pas noir, c'était un Marocain,
Et M. Sabat m'a dit, M. Franz, ne limitez pas vos capacités par la définition des limites que les gens font pour vous. Donc, ce qu'il voulait dire par là, c'est que seul moi peux déterminer jusqu'à où je peux aller. Donc, ne pas me laisser influencer parce que les autres me voient dans un cadre de référence et que c'est où qu'ils me voient. Alors ça, je ne l'ai pas compris tout de suite, mais je te dis, plusieurs mois après, ça m'a travaillé parce que justement, sur un terrain de soccer, il y a un coach, un Français, je m'en rappelle encore, je ne dirai pas son nom parce que ce n'est pas correct, mais qui m'a dit, tu n'y arriveras jamais. Tu ne peux pas faire partie de mon équipe parce que tu n'es pas au niveau. Alors, c'est ce qu'il fallait, c'est la motivation que j'avais besoin. Donc, lui, il a défini mon niveau. Et 2 ans plus tard, j'étais sur l'équipe du Québec, j'étais sur le programme national du Québec, donc du Canada, pardon, au niveau foot. Donc, j'ai pris ça comme une motivation. Alors, les pièges dans nos communautés, les jeunes noirs, quand tu es jeune noir, tu viens d'une famille pas si fortunée, il y a beaucoup de gens qui font la carte de référence pour toi. Donc, ton code postal, parce que tu viens de Montréal-Nord, de Saint-Michel, ou que tu viens de Parc-Extension, ou de La Salle, donc détermine ta mobilité sociale, parce que les gens te mettre les limites. C'est un piège et beaucoup de jeunes, on tombe dans ce piège-là parce qu'on se dit, bon, on ne pourra pas, de toute façon, ce n'est pas pour nous. Alors, donc, je te dirais, moi, ça m'a aidé énormément dans ma vie d'éviter de tomber dans le piège de cadre de référence. OK. En parlant, quand France Saint-Elmy parlait de foot, on parle soccer aussi, hein, parce que ça a été une carrière que tu aurais pu quelque part embarquer. Hein. Je dis ça comme ça rapidement. On va faire une toute petite pause, puis on va parler maintenant de l'homme entrepreneur que tu es. Alors, vous êtes à Montréal, vous avez des idées, des ambitions, des projets. À Montréal, un studio podcast, c'est possible. Un espace photo-vidéo, c'est possible. Un espace de coworking, c'est possible. Un accompagnement en stratégie web d'entreprise, c'est possible. Mais le tout en un seul espace, pas forcément possible. Eh ben c'est faux. C'est possible pour vous. Au Smart Lab, tous ces services sont à votre disposition. Le Smart Lab Montréal a un espace créatif où tout ce que vous imaginez peut devenir réalité. Pour plus d'informations, allez sur le smartlabmtl.com. Bien, on reprend notre entretien, les grandes conversations avec France Saint-Elmy, qui est le président, chef d'exploitation chez Ledartech, président du conseil d'administration et fondateur du groupe 3737 et encore divers autres chapeaux. Justement, je disais qu'on va parler d'entrepreneuriat et France, j'ai une question. Tu es entrepreneur, investisseur ou les deux? Est-ce qu'à tes yeux, il y a une différence entre les deux? Oui. Donc, pour moi, être un entrepreneur, c'est de faire. Être un investisseur, c'est d'investir. C'est de mettre de l'argent, c'est d'investir de son temps. Donc, parfois, les deux peuvent s'interrelier, mais généralement, pour moi, un entrepreneur, c'est complètement différent. Tu peux être un employé, un professionnel et investir dans une compagnie sans y être entrepreneur, sans être investi personnellement dans la réussite de cette entreprise-là. Mais tu fais les deux. Toi, aujourd'hui, tu fais les deux. Oui. OK. Qu'est-ce qui te plaît dans les deux? Est-ce que c'est deux démarches différentes? Moi, j'aime avoir la main sur le volant. Le contrôle. Ouais. En fait, je ne sais pas si contrôle, parce que je suis à l'aise à laisser le contrôle, mais j'aime faire. Donc, j'aime régler des problèmes. J'ai une expertise particulière, donc j'ai appris énormément de beaucoup de gens qui ont fait de très grandes choses dans leur carrière professionnelle et je peux l'appliquer. Donc, moi, mon expertise me permet d'aller plus vite, de faire plus grand, plus rapidement. Donc, oui. Et ça fait que tu as tendance, quand on te lit, quand on parcourt les différentes entrevues que tu as accordées, à pousser ou oui, je le dirais comme ça, à favoriser beaucoup plus les gens
ou applaudir beaucoup plus les gens qui sont dans l'entrepreneuriat. Et là, je viens dans les communautés culturelles, à pousser plus les gens qui sont dans l'entrepreneuriat, dans l'économie, que dans d'autres domaines. Est-ce que je me trompe? Oui, en fait, il y a une raison pour ça. Oui. La raison principale, c'est que quand on regarde l'économie canadienne, nous sommes des acteurs passifs. Quand je dis passif, c'est-à-dire on collecte un salaire et ce salaire-là est directement proportionnel à ce que quelqu'un veut nous payer. Donc, on est limité. Tu te souviens, tout à l'heure, on parlait du cadre de référence. Du cadre de référence. Exactement. Donc, on définit, selon notre champ de compétences, selon le nombre d'années, combien qu'on est prêt à payer. Et les statistiques démontrent que dans les communautés racisées, on est encore payé sous la moyenne de la grande communauté en général. Alors, pour moi, c'est une opportunité extraordinaire. Donc, comme je suis quelqu'un qui aime les problèmes, moi, je vois une opportunité fantastique, c'est qu'on est sous-représenté dans l'économie québécoise et canadienne. Alors, la vraie participation active, c'est en développant des entreprises, c'est en développant des entrepreneurs qui, eux, vont créer un écosystème commercial. Et ce qui est intéressant, quand tu développes ta propre société, c'est que maintenant, c'est toi qui détermines où tu investis, à quelle fréquence, mais aussi dans quel projet tu investis. Et malheureusement, dans nos communautés, on n'a pas assez d'entrepreneurs. On a des entrepreneurs, mais pas assez d'entrepreneurs d'envergure. Donc, on a beaucoup d'entrepreneuriat de subsistance. Donc, pour moi, un chauffeur de taxi, c'est un exemple. C'est que tu n'arrives pas à trouver d'emploi. C'est un secteur qui est intéressant. Tu vas être chauffeur de taxi ou tu vas être un Uber, ou parfois même dans le secteur immobilier où est-ce que des travailleurs autonomes ou dans l'hypothécaire. C'est correct. Ça aussi, ça a une valeur et ça, c'est mieux que être un employé avec un salaire précis. Mais la vraie richesse, elle se crée par des gens qui sont des créateurs de sociétés et qui règlent des problèmes. Oui, mais tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Alors, ça, j'en conviens, et c'est là que j'en viens à la deuxième phase. Parce que, effectivement, tu as raison, Cyril, ce n'est pas donné à tout le monde. Ceci étant dit, si tu es à l'intérieur de la grande société, tu peux aussi entreprendre. Donc, là, c'est là qu'on parle de l'intrapreneur. Moi, avant d'avoir été un entrepreneur, j'ai joué à la loterie avec l'argent de mon boss. Donc, j'entreprenais des initiatives, j'amenais des idées et je proposais un modèle de rémunération. Donc, si je suis capable de développer un projet et que ce projet-là arrive à générer des dizaines, voire des centaines de millions pour l'entreprise, je veux avoir une compensation variable basée sur ça. Donc, c'est de l'intrapreneuriat. Beaucoup de gens font de l'intrapreneuriat, ils font beaucoup de choses, mais ils oublient l'aspect de rémunération. Alors, moi, je l'encourage. Donc, tu n'es pas obligé nécessairement de prendre ta propre argent, d'être tout seul, puis d'aller dans l'entrepreneuriat ou en partenaire. Tu peux le faire à l'intérieur d'une société. Donc, quelqu'un qui travaille pour Vidéotron ou pour Québecor Média aujourd'hui peut absolument partir un projet à l'intérieur de Québecor Média qui peut si ça génère beaucoup d'argent pour Québecor, pourquoi ne pas en garder une partie pour toi? Le CEO de Québecor, qui a été mis en place par Pierre-Carl Pellado, il est payé comme ça. Il est payé par le succès de l'entreprise. Donc, si tu gères une division, tu es directeur principal d'un département, pourquoi pas ne pas être rémunéré sur ton succès? On est entièrement d'accord et j'entends la personne qui me dit là, oui, Francine Télémy tient ce discours aujourd'hui parce qu'il a réussi, il a une surface financière, il a une aisance matérielle qui lui permet de tenir ce genre de discours, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Qu'est-ce que tu réponds? Pour moi, ça, c'est une excuse. OK. Parce que moi, je ne viens pas d'une famille fortunée. Personne ne m'a jamais donné quoi que ce soit. J'ai dû travailler pour ce que j'ai. Mais ceci étant dit, j'ai reconnu très tôt que l'entrepreneur, celui qui gère une entreprise, il va toujours favoriser celui qui a l'esprit entrepreneurial.
c'est pas celui qui en fait plus, c'est celui qui est capable d'amener l'ensemble de l'organisation à en faire plus. Donc, le collectif est toujours plus fort que l'individuel. Donc oui, il y a la réussite individuelle, mais la réussite collective. Alors moi, une fois que j'ai compris ça, ben en fait, c'est une question de faire des propositions. Donc si le projet que j'amène à l'intérieur de la société pour laquelle que je travaille ne coûte pas plus d'argent, mais amène beaucoup plus de profit ou de vente à l'entreprise, absolument qu'ils vont être ouverts à rémunérer pour ça. Donc, je ne parle pas nécessairement parce que Franz, j'ai réussi. C'est ce que je recherche. Moi, en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, je préfère travailler avec des gens qui veulent prendre plus de risques et qui veulent être rémunérés pour cette prise de risque aussi. OK. Tu as dit au cours d'un entretien, je veux revenir là-dessus, que les compétences n'avaient ni couleur, ni race, ni religion. C'est un discours que tu as tenu il y a à peu près 5 ans. Dans le contexte actuel du Québec, c'est un discours que tu continues à tenir, tu penses? 100%. Oui. 100%. Quand tu vas voir un médecin et que tu es malade, okay? Tu as un cancer, et qu'on te dit le meilleur médecin chirurgien, il vient du Pakistan ou il vient de l'Afghanistan, tu t'en fous. Quand tu as une mal de dents, tu t'en vas t'asseoir et que c'est un Vietnamien qui est ton dentiste chirurgien, tu t'en fous. C'est juste une question esthétique ou d'optique. La vraie réalité, c'est que quand on est compétent, ben, c'est sûr que ça ouvre beaucoup plus de portes. Mais c'est sûr que quand on est dans la moyenne, là, c'est différent. Mais c'est clair qu'il va y avoir de la résistance. Piquet Souban a eu de la résistance, mais ça n'empêche pas qu'en tant que joueur, il était un des tops des Canadiens et un des tops de la Ligue. Et ça, malgré qu'il y avait des gens qui ne reconnaissaient pas, qui ne l'aimaient pas, mais personne ne doutait de sa compétence. Il n'aimait peut-être pas son style, il n'aimait peut-être pas la couleur de sa peau, mais sa compétence, personne ne disait, il est fort pour un noir. Tout le monde disait, il est fort, mais il est aussi noir. Alors pour moi, c'est là que la compétence, il faut, en tant qu'individu, se développer une compétence précise et savoir comment tirer profit de cette compétence-là. Et quand on sait comment le faire, pour moi, la couleur de ma peau a toujours été un avantage. Le discours ambiant sur la discrimination, le racisme qu'on a ici au Québec, est-ce que c'est un discours que tu entends, que tu comprends? Je comprends 100% le discours relié au racisme et je l'ai vécu. Probablement que je le vis, mais je ne m'en rends pas compte ou je ne le réalise pas. C'est-à-dire que soyez excellent, soyez bon dans ce que vous faites, avancez, puis à la limite, le racisme, les sentiments racistes ou les comportements, ce sera comme du savon qui glisse sur votre dos. Oui, mais ça fait partie du paysage, ça fait partie de l'environnement. Moi, écoute, j'ai fait du sport toute ma vie, du sport d'élite, et j'ai compris très tôt qu'il y a des niveaux. Les athlètes qui arrivent à la NBA ou qui jouent dans la Champions League, la différence, elle n'est pas si grande que ça. La différence entre les super athlètes qui dominent tout le monde, ce n'était pas une question d'aptitude ou de compétence plus, c'est une question de travail. Donc, ils s'entraînent beaucoup plus fort, ils s'entourent mieux, ils mangent mieux, ils dorment mieux. Dans ma vie professionnelle, je m'entoure bien, je m'assure d'être bien entouré de gens qui peuvent m'amener plus loin, mais aussi d'être là où ça compte. Alors, c'est sûr que j'en fais plus et c'est sûr que je prends plus de risques, mais le résultat final, c'est que je me mesure au meilleur de ma profession. Et malgré que je ne suis peut-être pas le meilleur, mais je suis capable de me comparer au meilleur de ma profession parce que je suis préparé. Je me suis préparé pour ça. On en veut des Franz Saint-Hélémy. Je l'ai dit tantôt, ton nom aujourd'hui est un nom qui compte, comme on dit, dans la place. Mais lorsque des gens qui sont, que j'appellerais des leaders comme toi, qui arrivent à ce stade-là, je pense par exemple à quelqu'un comme Macky Tall,
est obligé aujourd'hui de quitter le Québec pour aller aux États-Unis parce qu'il y a eu une opportunité qu'il n'a pas eu ici. N'est-ce pas un peu décourageant? Non. Pour toi qui veut ouvrir des portes, qui veut avoir des pères? Non. Non? Non. En fait, moi, je trouve que c'est excellent que Macky, il a joué dans la cour des grands. Okay. Il a fait son travail à la Caisse de dépôt. Le gouvernement a décidé de choisir un leader qui est différent. C'est le choix du gouvernement. Ils ont tout à fait le droit. Et là, Macky, il s'en va jouer dans la cour des grands. Il a quitté la Ligue américaine de hockey. Là, il s'en va dans la Ligue nationale. Donc, Carlyle Group, c'est l'une des plus grandes firmes de private equity au monde. Il s'en va dans la grande ligue. Alors, je ne peux pas être déçu pour ça. Au contraire. Non, mais c'est plus au niveau des raisons, en fait. Puisque ce qui apparaît, c'est plutôt le fait que compétence dont tu parlais, on va dire ça, n'a pas été reconnue, acceptée ou prise en considération. Il dit, ben, écoutez, je vais la faire valoir ailleurs. Donc, c'est plus en ce sens que je dis. C'est une perte. On ne perd pas ici au Québec? C'est une perte pour le Québec, mais pour Macky, c'est un gain net, net, net. Il va jouer avec un plus grand budget, il va probablement quadrupler ou quintupler son salaire. Il va travailler dans le secteur privé versus le secteur public. S'il voulait être CEO, il aurait pu être CEO ailleurs. Mais il a décidé d'aller Carlyle Group parce que c'était vraiment une plateforme plus grande pour lui d'exercer son savoir, mais aussi d'assurer qu'il n'a plus à s'inquiéter pour sa famille pendant de générations. Alors, pour moi, en fait, il ne fait que laisser en anglais, on dit legacy. Il laisse une trace positive. Parce que quand on pense à Macky Tall, on ne pense pas à Macky Tall qui a échoué. On pense à Macky Tall qui aurait pu devenir le président et CEO de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Dis-moi, il y a 5 ans, est-ce que tu aurais pensé à ça? Non. Alors, pour moi, c'est une victoire. Donc, ça veut dire que celui qui étudie aujourd'hui, qui fait son CFA, qui fait son actuariat, qui étudie en finance, il a espoir qu'un jour, qu'il pourrait être aspirant numéro 1 à la Caisse de dépôt et placement. Avant Macky, on ne pouvait pas y penser. On ne pouvait pas y penser. Donc, ce qui est important, tu le disais, c'est le regard vers tes enfants, le regard vers ta conjointe. Et tu as toujours dit ça, France Saint-Hélémy, c'est une équipe. Je ne peux pas terminer cet entretien sans parler de la personne qui t'accompagne, que tu cites dans l'homme que tu es aujourd'hui, professionnellement, personnellement. C'est Vicky Joseph. Quelle est la place qu'elle occupe à tes côtés? Ben, en fait... Ou quelle est la place que tu occupes peut-être? Ouais, c'est ça. Moi, les gens qui me connaissent, je dis ça à la blague, mais c'est vrai. Je suis le mari de Vicky. Donc, on a plus souvent plus tendance à dire « Ah, mais c'est le mari de Vicky » que l'inverse. Pourquoi? Parce que Vicky, c'est quelqu'un qui est éblouissante, qui a une personnalité extraordinaire. Ben, en fait, ma force est directement liée à la force de Vicky. Et moi, je suis choyé d'avoir quelqu'un dans ma vie qui m'inspire, qui me passionne, mais aussi que je sais qui pour elle, ma réussite, c'est notre relation. Sa réussite, c'est notre relation. Donc on est complètement alignés dans nos objectifs. Et ça me rend plus fort. Parce qu'on n'en parle pas, du moins on ne met pas ça beaucoup en avant, France, c'est ce type de relation. Quand je dis dans la communauté, je parle ici de la communauté noire, on ne met pas souvent en avant, lorsqu'on parle de réussite, la complicité, la force que peut représenter un couple dans le parcours de l'un et l'autre. Et ça, c'est à chaque fois que l'occasion t'est donnée, c'est quelque chose que tu mets en avant. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Est-ce que tu serais France Saint-Hélémy d'aujourd'hui sans Vicky Joseph? Non, jamais. Comme ça? Jamais. Impossible. Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Une chose qu'elle t'apporte
qui fait que voilà, tu as le parcours que tu as? Il y a tellement de choses qui m'apportent, mais je pense, je te dirais, là, c'est la confiance. Donc, tu sais, quand on passe beaucoup de temps à travailler, beaucoup de temps avec des gens, il faut avoir, pour mieux aider les autres, il faut être bien assis chez soi. Donc, moi, elle me donne une base que je sais qui est toujours solide. Je n'ai pas à m'inquiéter, est-ce que ma base, Vicky Joseph, va s'effondrer. Donc, j'ai une fondation qui est tellement forte avec elle. Pour moi, tout est possible avec elle. Alors ça me donne une confiance extraordinaire quand tu sais que... Juste imaginer, je fais une caricature, mais tu t'en vas à la guerre et tu sais que tu as l'armée la plus puissante derrière toi. C'est carrément ça. Ouais. Ça, c'est beau. On va finir avec le groupe 3737. On a parlé de tout. Le groupe 3737 que vous avez bâti dans 2-3 ans, ça va faire 10 ans. Oui. À peu près, ouais, c'est ça. OK. 2008. Voilà, c'est ça. 2012, pardon. 2012, voilà. Donc, bien dans 2 ans, là, ça va faire 10 ans. Tu as pris du recul. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, moi, je sais que je t'ai connu plus impliqué. Puis là, maintenant, tu as mis les jalons, tu as pris du recul. Aujourd'hui, quand tu regardes ton groupe 3737 ou votre groupe 3737, qu'est-ce que tu te dis? En fait, il y a énormément de travail à faire. Quand je pense au groupe 3737, je pense à l'opportunité. D'abord, le groupe 3737, ce n'est pas l'histoire de Franz Saint-Hélémy ou de Vicky Joseph. On y est associé parce qu'on a parti le projet, on a investi nos propres fonds. Mais la réalité, ça appartient à la communauté entrepreneuriale. Et c'est elle qui va la propulser à l'autre niveau. Et là où est-ce que je suis aujourd'hui, c'est de voir l'engouement que les gens ont pour l'entrepreneuriat. Puis c'est pas juste l'entrepreneuriat, c'est pas juste le goût d'entreprendre, mais d'entreprendre de la bonne manière, d'avoir la bonne base et de voir aspirer des jeunes qui aspirent à devenir des leaders internationaux dans leur créneau. Pour moi, c'est ça la vraie victoire. Ce n'est pas le fait qu'ils réussissent ou pas, parce que si la réussite, c'est une mesure de bien de choses, et je suis convaincu que le prochain Google, le prochain Airbnb ou le prochain DoorDash va se faire à partir d'un jeune ou d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur qui est rentré au groupe 3737. On a allumé quelque chose dans sa tête et que ça l'a propulsé. C'est ça la vraie victoire, c'est les résultats vraiment de voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat et qui voient l'entrepreneuriat comme une avenue viable. Et pour moi, c'est ça que je suis le plus fier. Le reste, c'est une question de temps. Parce qu'on a des entrepreneurs qui vont exploser, c'est certain. Et par contre, ça demande de l'investissement, ça demande du support, ça demande de la patience. Donc, on a un groupe de gens qui le font de façon bénévole, dans l'espoir qu'un jour ça va rapporter, parce qu'ils croient vraiment que l'idée du groupe 3737, que des gens issus des communautés culturelles peuvent rêver à être les prochains Alexandre Taillefer ou les prochains Nicolas Duvernois ou être les prochains Franz Saint-Hélémy. Hein? On finit avec mon cadeau, je le montre, c'est l'Edartec. J'ai reçu ça en début d'entretien, mais la surprise, c'est que nous ne parlons pas ici de microprocesseurs, je le montre bien, mais nous parlons de nourriture. C'est un livre de recettes et je veux qu'on termine. Alors, c'est l'Edar Cookbook. Oui. L'Edartec, c'est les Nations Unies. Exactement. C'est ça. J'ai des recettes qui viennent de tous les pays, sauf la tienne. Il n'y a pas de recette haïtienne. Non, mais l'idée de ce livre-là, qu'une compagnie de technologie de pointe nous sorte en fin d'année comme ça un livre, mais c'est un livre de recettes. Ben, en fait, une compagnie de technologie de pointe, elle est à la base une compagnie formée d'humains, d'individus. Et c'est la force d'individus qui font l'entreprise, et non l'inverse. Donc,
nous, c'est notre façon aussi de contribuer à notre environnement parce que ce livre, c'était une idée qu'on avait, que les employés ont eue, de comment est-ce qu'on peut contribuer à Centraide durant cette période difficile de COVID. Donc, il y a des jeunes qui, ça me rappelle moi, qui vont à l'école, qui dépendaient des services communautaires de lunch, que ce soit de Centraide ou d'autres, qui leur amenaient leur déjeuner, qui leur amenaient leur lunch, qui aujourd'hui n'ont plus accès à cela parce que les écoles soit sont fermées ou les centres sont fermés. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors, c'est de là qu'on a dit, ben, tout le monde mange et tout le monde aime découvrir l'art culinaire de partout dans le monde. Alors, on a décidé de créer un livre et on a financé la production du livre, l'aide Artec, et tous les profits vont à Centraide pour aider des jeunes enfants à avoir des déjeuners puis des lunchs à tous les matins. Merci beaucoup, Franz. Vraiment, merci d'avoir accepté cette invitation. Mais avant que tu me remercies, j'aimerais qu'on parle de l'Institut Néo-Québec. Ah oui, j'allais oublier de l'Institut Néo-Québec. Ce n'est pas l'Institut en lui-même, c'est surtout le mot Néo-Québec. D'accord. Que tu... Restez avec nous, hein, que tu n'aimes pas parce que tu trouves... Je vais te laisser parler, mais tu m'as dit, je trouve réducteur. Moi, je t'ai expliqué pourquoi j'ai choisi Néo-Québec. Donc, je vais d'abord la bienséance de que je te laisse d'abord expliquer pourquoi tu n'aimes pas ce mot-là. Oui, en fait, je veux dire, c'est qui un Québécois? Qu'est-ce qui fait un Québécois? Alors, pour moi, ça sous-entend que le néo ne sous-entend que tu ne seras jamais Québécois. Et je ne peux pas comprendre ça parce qu'en Ontario, est-ce que tu vas dire que tu es un néo-ontarien? Non. Les Ontariens te regarderaient comme c'est bizarre. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Donc, j'ai comme l'impression qu'on se sent à l'aise dans un contexte où est-ce qu'on nous dit « tu ne seras jamais un Québécois ». C'est un peu comme les African Americans. Donc, ça fait 500 ans que tu es de génération en génération, mais tu n'es pas un Américain, tu es un African American. Pourtant, on ne dit pas ça des Asiatiques, on ne dit pas ça des Grecs ou des Italiens qui sont venus aux États-Unis. Alors, pour moi, c'est aussi psychologique. Du contexte que je suis un néo-québécois, partout où est-ce que je vais au Québec, je ne peux pas aspirer à devenir premier ministre, je ne peux pas aspirer à gérer les plus grandes boîtes du Québec parce que je suis un néo-québécois. Je ne peux pas aspirer à m'implanter de génération en génération au Québec. Donc, moi, c'est la force des mots. C'est important qu'on dise les vrais mots. Donc, quand on parle de racisme systémique, c'est parce que ça a été planté dans la tête de quelqu'un que parce que tu es noir, tu n'es pas québécois. Donc, tu es québécois, mais tu viens d'où? Oui, mais toi, tu viens d'où? Tu sais, est-ce que tes parents, de quelle génération, d'où ils viennent? De l'Irlande, de la France? Est-ce que tu sais? Est-ce que ça te pousse comme question? Non. Alors, pour moi, c'est ça. Il faut s'implanter ici au Québec et s'implanter dans tout ce qui est institution québécoise et dans toutes les régions québécoises comme des Québécois. Parce que mes enfants sont nés ici, leurs enfants vont probablement être nés ici et on aura probablement plusieurs centaines de générations de Saint-Élémy ici au Québec. Et le pire qui peut leur arriver, c'est qu'on leur dise « Ouais, mais toi, tu es un néo-québécois ». Même si, et permets-moi, on ne va pas débattre là-dessus, même si, en ce moment, il s'agit de deux Québécois qui sont en train de discuter dans une émission québécoise appelée Les Grandes Conversations, mais dont l'un est originaire d'Haïti, l'un est originaire du Cameroun, implanté ici, intégré ici, qui vivent ici, mais qu'administrativement, on appelle tout le temps nouveaux arrivants, communauté culturelle, ainsi de suite. Voilà d'où vient le Néo-Québec, pour dire, mais je ne suis pas nouveaux arrivants. Quelqu'un qui, le petit Québécois de 15 ans, aujourd'hui ne peut pas être plus québécois que moi. Je ne connais pas ce pays plus que moi, n'est-ce pas? Mais on m'appelle nouveau Québécois. Mais ce que tu viens d'ouvrir, ce que tu viens de dire, moi je préfère le laisser à l'appréciation de celles et ceux qui nous écoutent. Mais c'est un très bon point. Et puis, j'invite les uns et les autres à débattre de ça. Peut-être que ça va aller jusqu'à un certain niveau. On va
rayer les termes nouveaux québécois, nouveaux arrivants, communauté culturelle, de tous les textes administratifs et tout le reste? En fait, je n'ai pas de problème avec nouveau arrivant. Oui. Parce qu'un Français qui vient de débarquer ici il y a quelques années, c'est un nouveau arrivant. Oui. J'ai aucun problème à l'appeler un nouveau arrivant, au même titre que le Vietnamien ou le Malien ou ainsi de suite. Mais néo-québécois, Non. moi j'ai de la misère. Tu tiens la misère. Et il a la misère avec ce terme-là. Et c'est bien. C'est un label aujourd'hui. C'est un super label. Merci. Merci beaucoup, Franck. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme je le dis, partagez, likez. Et puis, voilà, envoyez-nous vos commentaires. Merci encore. Et puis, merci pour le livre de cuisine, même s'il n'y a pas de recette haïtienne. L'année prochaine. Voilà, l'année prochaine, 2021. Merci beaucoup, Franck. Avec plaisir. Merci, Cyril.